Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents ici pour cette présentation. Je représente une société qui s'appelle DrBeg, qui est un éditeur d'antivirus russe. Et je vais vous faire aujourd'hui un panorama des menaces actuelles en termes de malware, de protection et des stratégies à mettre en place pour une sécurité optimale. Sous le prisme d'un regard d'un éditeur d'antivirus, parce que faire un scope complet de la sécurité pour les entreprises et les organisations est bien plus vaste que cela. Je vais commencer par une série d'idées fausses qui vont vous paraître peut-être évidentes, mais qui me permettront de rebondir sur des concepts un peu plus complexes. Les hackers qui développent des virus sont isolés. Ils existent. Parfois, ils ont des très gros problèmes ou parfois, ils créent de très grosses sociétés. Mais aujourd'hui, on va plus se focaliser sur les organisations de groupes cybercriminels. Ce que vous pouvez voir sur cette slide est le fait que les groupes sont organisés de façon très structurée avec des commanditaires, des organisateurs et des exécutants. Les commanditaires et les organisateurs peuvent être les mêmes personnes, mais c'est en tout cas ici que le mode opératoire d'attaque, ce qu'on appelle MOA, et le financement sont mis en place pour ensuite perpétrer l'attaque. Il va y avoir une série d'exécutants qui sont des spécialistes en cybersécurité, en cyberattaque, qui vont pouvoir mettre en adéquation le plan d'attaque des commanditaires et l'attaque en elle-même. Dans le pire des cas, on parlera de menaces persistantes avancées. En anglicisme, c'est APT, Advanced Persistent Threat. Et c'est en fait une boîte à outils cyber-offensive. Sur ce schéma, vous avez en haut, je ne sais pas si on voit le point rouge, non pas vraiment, donc il faut prendre comme une horloge. Tout en haut, vous avez donc les commanditaires qui définissent la cible à attaquer. Ils trouvent les équipes et créent l'organisation pour pouvoir faire cette attaque. Vous avez ensuite tout le processus de création des outils qui vont permettre de pénétrer les cibles. Soit ils sont construits par eux-mêmes, soit ils sont achetés. Les malwares sont achetés sur le dark web, par exemple. Vous avez ensuite des tests d'intrusion qui sont perpétrés sur les cibles. Le déploiement des malwares, la pénétration qui a lieu. Et ensuite, la particularité de ces attaques est que les attaquants souhaitent être furtifs, c'est-à-dire rester sur le réseau un maximum de temps pour pouvoir récupérer un maximum d'informations. Ce n'est pas normalement pas leur objectif de se faire voir sur les réseaux d'entreprise, que ce soit des organisations commerciales ou gouvernementales. Une autre dimension à prendre en compte est que ces attaquants sont souvent organisés géographiquement dans plusieurs pays. Vous avez les commanditaires et les organisateurs qui se trouvent dans un ou plusieurs pays, les exécutants dans un autre pays et les victimes dans plusieurs autres pays. L'avantage de cette organisation est que ça rend les poursuites judiciaires, les enquêtes et les interpellations très compliquées sans une bonne organisation inter-État. Donc ils savent très bien cela et c'est pour ça qu'ils s'organisent de cette façon. Pour illustrer mon propos, je vais vous présenter deux cas d'attaque qui ont eu lieu récemment. La première, il s'agit d'un cybergang qui a été démantelé, qui s'appelle Locargoga. Ça a commencé en 2019 par une plainte qui a eu lieu en France, dans une grande entreprise française. Il y a eu d'autres entreprises européennes également qui ont porté plainte. Les enquêteurs ont pu remonter, parce que les attaquants avaient fait des erreurs sur le réseau de l'entreprise, on peut remonter depuis les malwares qui étaient placés sur le réseau de l'entreprise à ce qu'on appelle un centre de contrôle, un serveur qui contrôlait les malwares. Ils ont ensuite fait une cartographie complète des attaquants pour pouvoir par la suite les interpeller et aussi suivre ce qu'on appelle le money trail, c'est-à-dire les transactions financières. Car un des modes opératoires de ces attaquants était de demander des rançons aux entreprises, car ils bloquaient au final les postes de travail qui étaient chiffrés. On appelle ça des attaques par ransomware. Un ransomware permet de bloquer une machine, de chiffrer les données également sur le réseau, et ensuite, si vous voulez récupérer vos données, vous devez payer une rançon, selon le mode opératoire des attaquants. On vous invite à ne pas le faire, évidemment, et à trouver d'autres alternatives, mais des fois, c'est le cas. Et donc le money trail a été suivi pour aller également interpeller les personnes qui géraient le côté financier et le blanchiment de l'argent qu'ils récupéraient. Ces équipes étaient placées en Ukraine pour les exécutants au niveau technique et en Suisse pour tout ce qui était, blanchiment d'argent, les personnes qui récupéraient l'argent. Une deuxième attaque qui, elle, s'est arrêtée mais qui n'a pas été démantelée, et plus côté gouvernemental. Ça a eu lieu en 2022. Et c'est l'attaque qui a été perpétrée contre le Costa Rica
Cette attaque a commencé par l'attaque sur le ministère des Finances et ils ont énormément de problèmes à pouvoir récupérer les impôts et à pouvoir récolter les impôts. Il y a également le ministère des Sciences qui a été bloqué et à partir de ce moment-là, il y a le groupe Conti, qui est un groupe de cybercriminels assez connu, qui a fait une communication en disant « c'est nous sommes en train d'attaquer, nous sommes en train de faire un test pour faire tomber un État entier ». Rien que cela. Par la suite, le ministère des Sciences a été également bloqué, les fonds de la sécurité sociale bloqués, et l'état d'urgence a été décrété par le président en fonction. C'est la première fois qu'un président d'un pays déclare l'état d'urgence suite à une attaque cyberinformatique. Ça n'a pas découragé le groupe Conti qui a continué. Ils ont bloqué le service de délivrance d'électricité de la ville de Carthago et bloqué l'université d'Alajuela, qui a été bloquée également. Il y a eu des tentatives aussi sur le ministère de la Justice et la Loterie nationale. Ils ont de nouveau fait une nouvelle communication, ce groupe Conti, en disant si vous voulez que ces attaques s'arrêtent, payez les rançons et destituez le président et le gouvernement en place. Donc je ne sais pas s'il y avait certainement des motivations politiques que je ne suis pas capable aujourd'hui de préciser. Le président en place était nouvellement élu, mais en tout cas, ça a créé un chaos dans le pays pendant plusieurs semaines. Il faut savoir que cette attaque et tous ces ministères se sont fait attaquer en à peine un mois, en début 2022. Et pareil, avec des attaques de ransomware, des dîners de service, énormément d'outils qui étaient utilisés. C'était une attaque très évoluée, capable de déstabiliser un pays entier. Donc à prendre en compte, extrêmement effrayant. Il y a eu des manifestations dans le pays et cette attaque a pris fin d'elle-même pour des raisons qui ne sont pas que les policiers ont arrêté ces attaquants, mais parce que le groupe Conti ne pouvait plus récupérer les sources de financement suite aux sanctions internationales à cause du conflit russo-ukrainien et ils sont eux-mêmes arrêté l'attaque. Et on a pu récupérer pas mal d'informations sur ce groupe. Ils étaient à peu près 80, ils avaient une structure comme une société commerciale avec un service de communication, un service de ressources humaines, un service de formation, un service technique forcément, des salaires qui étaient versés aux attaquants, en moyenne $1800 par mois, donc c'était comme une véritable société. Donc ils ont abandonné le navire, ils sont toujours dans la nature, le FBI propose plusieurs millions de dollars pour pouvoir arrêter ou avoir des informations sur ces attaquants, mais pouvoir jusqu'où ça peut aller pour un État, on a vu le cas d'une société commerciale juste avant, pour un État jusqu'où les attaquants peuvent aller avec leur organisation. Pourquoi les attaques croissent la première raison, c'est que c'est rentable. On estime ce marché en 2020 à 1000 milliards, donc c'est extrêmement rentable pour les attaquants qui s'organisent et qui mettent en place ces attaques. Les motivations, elles peuvent être commerciales, politiques et militaires, cyberespionnage, cyberguerre, déstabilisation. Mais il y a également des raisons structurelles à cela. L'augmentation de la dépendance à la technologie, au plus une société civile ou commerciale est connectée, au plus elle est exposée. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément d'efforts qui est fait en Algérie pour pousser la digitalisation, c'est une bonne chose, mais il faut faire attention qu'au plus on utilise les outils numériques, au plus on s'expose à des attaques. La facilité d'accès des outils, donc des malwares qui sont utilisés pour attaquer, sont disponibles facilement. Enfin, facilement, il faut quand même aller sur des endroits qui ne sont pas très recommandables, mais vous pouvez payer et recevoir des malwares avec des how-to, c'est-à-dire des façons de les utiliser et perpétrer vous-même en tant que particulier ou groupe des organisations. Vous avez même aujourd'hui ce qu'on appelle des malwares as a service, c'est-à-dire que des malfaiteurs vous proposent des malwares en mode abonnement. Vous payez tous les mois sur des réseaux forcément qui ne sont pas publics et vous pouvez donc utiliser leur outil pour attaquer. Donc c'est très facile aujourd'hui de récupérer des outils de très haut niveau pour attaquer. La complexité croissante des réseaux et des logiciels, on rejoint la dépendance à la technologie. Au plus une société est connectée, au plus une société a des services pour les sociétés commerciales, donc des services web, des logiciels, au plus vous vous exposez à des failles qui peuvent être exploitées par les attaquants. Et bien sûr, un thème récurrent, alors ça fait des années que ça existe encore aujourd'hui, c'est le manque de formation des personnels et des gens et des bonnes pratiques quand vous utilisez les outils cybernumériques. C'est souvent par les mauvaises manipulations que les failles arrivent et que les attaques arrivent. On va parler d'ingénierie sociale, où les gens sont manipulés pour pouvoir permettre aux attaquants de pénétrer les réseaux. Une autre idée fausse, c'est que l'antivirus doit détecter 100% des virus. C'est impossible.
Et tout éditeur antivirus qui vous dira « nous, on protège complètement votre réseau parce qu'on est capable d'arrêter 100% des virus », je ne m'avance pas en disant que ce sont des menteurs. Pourquoi ? Parce que, ce que je viens de vous dire, tout simplement, les attaquants sont hyper sophistiqués, hyper organisés. Et aujourd'hui, il y a un combat entre les acteurs de la cybersécurité qui fournissent des outils de défense et les attaquants. Ce qui fait qu'on rentre dans un jeu du chat, de la souris, mais aujourd'hui, on est incapable de vous dire qu'on protège 100% des attaques. C'est important d'avoir des antivirus et d'autres outils de sécurité, mais il faut vraiment avoir une bonne logique globale d'approche de la sécurité pour pouvoir être efficient au maximum et dérouter les attaquants qui vont se dire ça, cette cible est trop compliquée à attaquer, on va attaquer quelqu'un d'autre. Chez nous, à Dr Web, au niveau de notre laboratoire, on analyse jusqu'à 1 million d'échantillons viraux par jour. Donc je vous dis, ce n'est pas qu'un travail humain, on a des algorithmes qui font ce travail et des humains quand c'est nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse. Mais c'est un raz-de-marée, il faut en prendre conscience. Alors comment est née cette idée ? Ça a été souvent un problème de marketing. C'est un des exemples, c'est les tests comparatifs que vous pouvez trouver sur Internet, où les testeurs soumettent les antivirus à ce qu'on appelle des collections de virus. Et le virus qui est soumis à ce test va devoir arrêter un maximum de virus pour avoir une bonne note. Et vous avez le testeur ensuite qui publie sur Internet, voilà, cet antivirus, ça fait 100% d'arrêt, celui-ci 99, celui-ci 90, etc. C'est du marketing. Tout simplement parce que le testeur qui met en place ces tests ne peut pas garantir que la collection de virus qu'il met à disposition ne contient que des menaces. C'est la responsabilité des éditeurs d'antivirus de définir si une menace en est vraiment une. Ce qui fait que si un antivirus fait correctement son travail et fait une analyse sur une base où il n'y a pas que des virus, il n'aura pas 100% de détection parce qu'il ne va pas détecter des choses qui ne sont pas des menaces. Et du coup, sa note va baisser alors qu'elle devrait monter. Donc ça, c'est le premier problème de ces tests marketing. Le deuxième, c'est qu'on prend en compte les menaces qui sont connues, c'est-à-dire des choses qui sont réelles dans la collection, que ce soit réellement des menaces ou non, mais on ne prend pas en compte ce qui est inconnu, ce qui est tout aussi important. Les attaques aujourd'hui qui sont perpétrées sont des éléments qui peuvent passer des protections de base des antivirus au niveau des signatures. Ce qui me permet de rebondir sur une autre idée fausse, c'est qu'un antivirus détecte toutes les menaces avec des signatures. C'est évidemment nécessaire d'avoir une base virale qui est correctement mise à jour par l'éditeur, avoir des signatures complètes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également des technologies additionnelles qui permettent justement de contrer les menaces inconnues. Alors il y a toute une série, on ne va pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui parce que ça va être trop complexe et beaucoup trop long pour pouvoir vraiment décrire toutes les technologies. Je vais en citer quelques-unes. Le moteur heuristique qui se base sur le comportement et les attributs supposés d'un malware, ce qui fait qu'il sera identifié comme un malware. Des technologies de comparaison entre un fichier analysé et ce qui existe dans la base de signature, des technologies d'émulation, surtout pour les virus polymorphes, c'est-à-dire ceux qui changent de forme ou ceux qui sont cryptés au départ, donc on va les exécuter pour pouvoir les déchiffrer ou prendre en compte leur changement de forme pour pouvoir savoir si ce sont des virus. Donc ça, ce sont des technologies qui n'utilisent pas les signatures. Des technologies aussi de décompression, il faut savoir que les attaquants utilisent des technologies de compression pour leur virus, qui peuvent aller à un très haut niveau de compression, mais qui sont également non connus comme des outils de compression. Donc il faut qu'un éditeur antivirus soit capable d'identifier cela et de déchiffrer ou de décompresser pour aller analyser le fichier. Une dernière idée fausse, les virus n'existent plus. C'est pas si faux que ça, sémantiquement. 90% des menaces aujourd'hui ne sont plus autoréplicantes. Aujourd'hui, on est sur des menaces furtives qui ne souhaitent pas forcément aller d'un PC à un autre pour infecter le réseau entier, mais on est plus aujourd'hui sur des trojans. Les trojans dangereux sont invisibles pour les utilisateurs et malheureusement des fois pour les outils de protection. Ils sont capables de voler des données, des identifiants, des informations personnelles, peuvent télécharger d'autres programmes malveillants. On va dire qu'ils ouvrent des portes sur les systèmes qui peuvent appeler d'autres virus, d'autres malwares. Peuvent contrôler et paralyser un ordinateur à distance. Bien souvent, ils sont, pour le cas de botnets, sont administrés par des attaquants qui sont à distance avec des serveurs d'administration sur ces trojans. Donc ces trojans sont dangereux. Et essaient de supprimer les protections en place.
Il faut que l'antivirus qui est en place ou tout autre mécanisme de sécurité soit assez robuste pour résister à une attaque, pour pouvoir continuer à protéger la machine. C'est quasiment fini là, au niveau du temps, hein, je pense. Il reste encore un peu de temps ou pas du tout? Si, c'est bon. Aujourd'hui, là, vous avez un code barre sur notre laboratoire. Vous allez pouvoir le scanner, récupérer pas mal d'informations, analyser des fichiers, récupérer des outils, avoir des informations sur notre société, sur notre laboratoire. La page que vous voyez là est une page reprise de notre site web qui parle de programmes malicieux, mais il y a énormément d'informations que vous pouvez récupérer. Également des rapports viraux. Je ne sais pas si le rapport viral de 2022 est encore présent, est encore en ligne, est déjà en ligne sur Doctor-M. En tout cas, moi, je l'ai vu, il est intéressant. Et les tendances principales pour 2022, la menace toujours principale est la menace des rançongiciels, qu'on appelle également ransomware. Les malwares as a service, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, donc les malwares qui peuvent être utilisés, achetés, abonnés par des malfaiteurs qui sont des spécialistes et qui ne font que ça, vendre des malwares sur le dark web. Augmentation des sites frauduleux, émergence de nouvelles menaces pour Android, notamment via la plateforme Google Play. Compromission d'équipements périphériques qui ont la particularité d'être moins analysés, moins audités sur les réseaux que d'autres périphériques. Chez nous, on a un service qui est dédié pour analyser les attaques et pouvoir déchiffrer des fichiers qui ont été chiffrés par des ransomware. On a une équipe spécialisée en Russie, à Saint-Pétersbourg pour cela. Ce que vous voyez, en fait, c'est une ligne qui court sur 12 mois et on a entre 350 et 525 demandes en moyenne de demandes de déchiffrement, donc d'entités qui ont été attaquées et chiffrées, et on analyse ces fichiers pour éventuellement déchiffrer si c'est possible. Ça dépend de la robustesse de la clé de chiffrement. En mois de septembre, on a atteint un pic à 700 demandes de déchiffrement. Les vecteurs d'attaque sont multiples, on en a parlé juste avant, donc les ransomware, l'ingénierie sociale. J'ai eu un cas très intéressant d'une personne qui a passé 4 entretiens d'embauche avec 4 personnes différentes dans une société fictive. Au bout de ces 4 entretiens, il a cru à l'existence de ces sociétés et il a reçu un message dans sa messagerie professionnelle avec la grille de salaire de cette embauche. Il a cliqué dessus et la société s'est fait pénétrer. C'était une attaque d'ingénierie sociale, une escroquerie très bien faite. Personnellement, je n'ai pas souvent passé 4 entretiens d'embauche et souvent quand je reçois un fichier qui parle d'argent, j'ai tendance à vouloir l'ouvrir comme tout le monde. Donc ça a été très bien fait et ça a été un succès pour les attaquants. Malheureusement, pas pour l'entreprise et l'employé qui a ouvert le fichier. Je vais passer là sur les vecteurs d'attaque, il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez passer sur notre stand si vous voulez discuter avec nous au niveau de tout ce qui est existant. Il y a des centaines et des centaines de moyens d'attaquer une société ou des services, que ce soit gouvernemental ou commercial, ou même une société civile via les particuliers. Je vais passer un petit peu parce que je vois que le temps avance. Je vais aller directement à ce schéma. Je voulais également vous faire une partie sur tous les composants qui devaient être protégés dans une entreprise. Je vais la résumer par cette slide, cette diapositive, où vous avez en bas le rectangle qui est en bas, tous les composants d'un réseau d'entreprise, c'est-à-dire les postes de travail, les serveurs de fichiers, les serveurs de messagerie, les passerelles, tous ces composants, que ce soit des systèmes virtuels ou physiques, doivent être protégés par des agents antivirus. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que bien souvent, alors je ne suis pas commercial, un commercial 2 minutes, hein. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes, c'est terminé, merci. Je ne suis pas commercial, un commercial ne vous dira pas ça, mais je vous conseille dans vos organisations d'avoir plusieurs moteurs antivirus. Vous pouvez très bien installer sur des serveurs de fichiers ou des serveurs de messagerie un moteur d'antivirus qui appartient à un éditeur et un autre moteur antivirus sur les postes de travail, ce qui permet d'avoir 2 technologies, 2 sociétés qui sont derrière ces antivirus, 2 laboratoires et qui vont accroître la sécurité de votre entreprise. Il faut bien sûr que ces agents soient connectés à un serveur d'administration. Ça, c'est la responsabilité de l'éditeur qui va fournir ça aux entreprises. Il doit être ergonomique, mais complet, prenant en compte toutes les problématiques des entreprises. Et le tout doit bien sûr être mis à jour par un système global de mise à jour, qui est également la responsabilité de l'éditeur, qui va mettre à jour
les bases virales notamment et les modules de protection. Vous avez à droite, la partie de droite, ce qu'on considère comme soit les périphériques nomades, c'est-à-dire les gens qui sortent du réseau d'entreprise et qui n'ont plus accès au réseau d'entreprise, qui doivent également être protégés, soit les périphériques personnels qui sont également des portes d'entrée souvent très présentes chez les attaquants. Voilà. Et à droite, ce sont des produits particuliers dont je ne vais pas parler, mais qui existent chez nous. C'est surtout pour de la criminalistique, de la recherche de vulnérabilité. Ce sont des choses très spécifiques à mettre dans les mains de spécialistes. Et je vais terminer sur cette slide. Donc, comme je vous l'ai dit, on est un éditeur russe d'antivirus. La personne qui est là présente à l'écran est Igor Danilov. C'est la personne qui avait créé dans les années 90 le code Dr Web, qui avait créé les premières protections contre les infections polymorphes. Il a eu une reconnaissance internationale par rapport à cela. Et plus de 23 ans après, il est toujours 100% propriétaire de notre société. Ce qui veut dire qu'on est une société avec une philosophie très technique. On fait du marketing, c'est nécessaire forcément, mais on en fait beaucoup moins que beaucoup d'autres de nos concurrents. On préfère mettre toute notre savoir-faire, une grande capacité de nos capacités financières dans la R&D, le laboratoire, plutôt que dans le marketing. On en fait forcément parce qu'il faut bien vendre, mais il faut savoir que c'est notre ADN. Voilà, je vous remercie.